Bonjour à tous, on va faire une troisième conf de neurologie ensemble. Je vous ai préparé, comme d'habitude, deux dossiers plutôt courts et trois dossiers un peu plus longs et un petit peu plus diversifiés et multidisciplinaires. Avant de commencer les dossiers, je vais essayer de voir avec vous quelques trucs et astuces en neuroradiologie, essayer de vous aider à vous repérer devant une imagerie neurologique, savoir reconnaître déjà le type d'imagerie dont il s'agit, savoir l'interpréter, essayer d'être le plus exhaustif possible et surtout apprendre à utiliser les bons termes de neuroradiologie. Voilà, donc on va commencer par ces rappels. Alors tout d'abord, pour se repérer en neuroradio, il faut connaître et reconnaître les différentes séquences, les différents types d'imagerie que l'on peut vous donner à interpréter. Ça va commencer déjà par savoir reconnaître un scanner d'une IRM. Vous voyez ici sur la première image, il s'agit d'un scanner. Alors le scanner, vous le savez, c'est dérivé de la radio, ça utilise des rayons X, c'est une bonne imagerie osseuse. Donc on voit bien sur ce scanner tout autour la table osseuse. Par contre, le parenchyme à l'intérieur va avoir une moins bonne définition, un aspect un petit peu moins fin que sur une IRM. Sur l'IRM, par contre, c'est une très bonne imagerie du parenchyme, et vous le voyez sur les trois coupes suivantes. C'est une imagerie sur laquelle on va voir très bien le parenchyme, très bien voir les globes oculaires, les nerfs optiques, et on vous demande, pour l'ENC, de connaître 4 grandes séquences d'IRM traditionnelles. La première séquence, ça va être la séquence T1, la séquence T2, la séquence flair et la séquence de diffusion. Alors vous êtes souvent un tout petit peu perdu parce que vous n'interprétez pas des IRM tous les jours, alors c'est normal. Et la première chose à faire quand vous avez une question qui a trait à une IRM, c'est bien vous poser pour savoir reconnaître la séquence. Vous devez prendre du temps sur cette étape-là, parce que si vous vous trompez, votre interprétation passe à la poubelle et le correcteur passe à la question suivante et vous n'aurez pas de points. Donc vous vous posez et vous regardez les différentes IRM qu'on vous offre et vous essayez déjà de reconnaître la séquence. Pour reconnaître la séquence, la première étape, c'est regarder le liquide céphalorachidien. Alors le liquide céphalorachidien, c'est ici, ce qu'on voit dans les ventricules, ou ici encore. Si le liquide céphalorachidien est blanc, c'est facile, c'est une séquence T2. C'est le cas sur cette imagerie-là. Celle-là, elle est facile à reconnaître, vous y arrivez souvent bien. La difficulté, c'est entre les séquences T1 et les séquences flair. La séquence flair étant une séquence pondérée T2 avec suppression du signal du liquide, ce qui nous permet de bien voir notamment tout ce qui est en hypersignal autour des ventricules qui pourrait être sur une séquence T2 confondu avec le signal du liquide céphalorachidien. Donc pour essayer de les distinguer, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder l'aspect du cortex. Le cortex, c'est de la substance grise, c'est ce qu'il y a tout autour, qui forme des sillons, vous le voyez bien. Sur une séquence T1, le cortex, donc la substance grise, va être plus grise que la substance blanche. Vous voyez bien ici, tout autour des sillons, le petit ruban cortical est plus foncé que ce qu'il y a à l'intérieur, qui est de la substance blanche. Par contre, quand vous avez une séquence flair, le ruban cortical tout autour est plus clair que la substance blanche qui est à l'intérieur. C'est pareil pour les noyaux gris centraux. Les noyaux gris centraux, c'est la substance grise par définition. Ils apparaissent plus clairs sur un flair que la substance blanche qui est autour d'eux. D'accord ? Donc quand vous voyez ce type d'imagerie-là, c'est un T1. Et là, ça va être un flair. Autre séquence à connaître pour l'ENC, par son intérêt pour dans les accidents ischémiques cérébraux, c'est la séquence de diffusion.
c'est une séquence que vous reconnaissez en général facilement, déjà parce que on a l'impression que le cerveau flotte. Il n'y a pas d'os tout autour. Et puis on a une image un petit peu floue, une définition parenchymateuse qui est nettement inférieure à celle des séquences traditionnelles T1, T2 et FLAIR. Si vous avez une imagerie de diffusion à l'ENC, ce sera très probablement et quasi exclusivement dans le cas d'un accident ischémique cérébral. Je tenais à vous faire aussi quelques rappels de neuroanatomie de base pour que vous puissiez reconnaître des différentes structures intracérébrales que des fois vous avez un petit peu de difficulté à localiser, notamment les noyaux gris centraux. Alors dans les noyaux gris centraux, il y a juste au niveau de la corne antérieure du ventricule, le noyau codé dont on voit la tête ici. On va avoir juste de l'autre côté de la capsule interne son petit copain qui a un aspect triangulaire. On va aussi avoir à la face interne des ventricules de chaque côté deux espèces de globes qui font un peu saillie dans les ventricules qu'on appelle les thalamies. Et autour de ces structures des noyaux gris centraux vont passer des fibres bien précises de substances blanches, notamment la capsule interne qui passe à ce niveau-là, la capsule interne. La capsule interne, c'est l'endroit où vont passer toutes les fibres motrices une fois qu'elles proviennent de l'aire motrice primaire en frontale ascendante. Elles vont toutes se rejoindre et passer au niveau de la capsule interne. Ce qui explique que des lésions situées spécifiquement au niveau de la capsule interne vont donner souvent des hémiplégies complètes aux 3 étages isolés. Autre faisceau de substances blanches à connaître et à savoir visualiser sur une imagerie cérébrale, c'est le corps calleux qui passe ici et qui rejoint, fait communiquer les 2 hémisphères cérébraux. Une coupe sagittale maintenant, donc vous reconnaissez là encore le fameux corps calleux qui est juste au-dessus là des ventricules. Et puis, reconnaître aussi les structures du tronc cérébral. Donc, de haut en bas, vous avez le mésencéphale, puis la protubérance qui fait cette petite saillie-là. Puis après, le bulbe qui est un petit peu plus évasé que la moelle cervicale qui le prolonge. En arrière, vous avez bien sûr les structures cérébelleuses. Autre aspect neuroanatomique que vous devez connaître, c'est la vascularisation artérielle, connaître les grandes artères qui font anastomose au niveau du polygone de Willis. Donc je vous rappelle, le polygone de Willis, c'est bien sûr ce système d'anastomose qui fait communiquer en avant le système carotidien interne et en arrière le système vertébro-basilaire. Donc en pratique, vous avez les 2 carotides internes qui arrivent, qui se prolongent chacune de chaque côté par la cérébrale moyenne. Ces carotides internes vont aussi donner en avant les cérébrales antérieures, et ces cérébrales antérieures vont communiquer par la communicante antérieure. Ça, c'est le système carotidien. En arrière, on a le système vertébro-basilaire qui provient donc de la confluence des 2 artères vertébrales qui donne le tronc basilaire ici. Ce tronc basilaire va se séparer en 2 artères cérébrales postérieures et c'est ces 2 artères cérébrales postérieures qui vont faire anastomose avec le système carotidien antérieur par les communicantes postérieures. Apprenez-le bien parce qu'on peut vous poser à l'internat des questions d'imagerie portant sur l'imagerie vasculaire, des clichés d'angio-IRM, des clichés d'angioscanner, et bien reconnaître ces structures, c'est facile si on les a appris auparavant, donc mettez-les-vous bien dans l'œil et sachez les reconnaître. Alors, quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous devez passer quand vous allez interpréter une imagerie neurologique? C'est déjà, comme je vous l'ai dit, commencer par prendre le temps de reconnaître de quel type d'imagerie il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un scanner, d'une IRM? S'il s'agit d'une IRM, quel type de séquence
On a vu séquence T1, T2, flaire, séquence de diffusion, éventuellement cliché d'angio-IRM. Ensuite, vous allez reconnaître la coupe. Il peut s'agir d'une coupe transversale ou horizontale. Il peut s'agir d'une coupe sagittale ou il peut s'agir d'une coupe coronale. Précisez aussi si l'imagerie que vous interprétez est injectée ou non. Je vous rappelle que pour l'IRM, seule la séquence T1 pourra être injectée par du gadolinium. Ensuite, vous allez essayer d'écrire petit à petit les différentes structures que vous visualisez. Le plus simple, c'est finalement de partir de l'extérieur, d'écrire les structures osseuses, s'il y a des traits de fracture, quelque chose comme ça. Ensuite, d'écrire les structures intracrâniennes extraparenchymateuses, notamment les méninges. Y a-t-il une hémorragie sous-arachnoïdienne, un hématome extracrânien, par exemple. Ensuite, d'écrire les structures cérébrales elles-mêmes. La substance grise par rapport à la substance blanche, l'aspect des ventricules, les phénomènes compressifs notamment. Enfin, vous pourrez essayer de visualiser même sur une imagerie traditionnelle certains aspects vasculaires particuliers, notamment les sinus veineux ou les artères intracrâniennes. Ensuite, vous allez décrire spécifiquement la lésion que vous retrouvez, en commençant par dire s'il s'agit d'une lésion unique ou d'une lésion multiple, quelle est sa forme. Alors bon, c'est pas carré, triangle ou losange, hein, mais est-ce que c'est arrondi? Est-ce que c'est nodulaire? Est-ce que c'est en plage? Est-ce que c'est quelque chose d'enquisté, par exemple? C'est des mots qui vont avoir leur importance. Est-ce que ces lésions qui ont leur forme propre sont confluentes ou non? Vous allez essayer de les localiser précisément. Alors les localiser, ça peut être dire, est-ce qu'elles sont localisées au niveau du lobe frontal, du lobe pariétal? Est-ce qu'elles sont localisées à un endroit bien précis, par exemple au niveau des noyaux gris centraux, au niveau de la capsule interne? Ça peut aussi vouloir dire localiser une lésion systématisée dans un territoire artériel. Et si vous décrivez une lésion en rapport avec un accident ischémique cérébral, cette notion de systématisation artérielle aura toute son importance. Enfin, on vous le répétera jamais assez, n'oubliez pas de préciser le côté. Les correcteurs sont vicieux. Ils savent que c'est ce que vous oubliez. D'accord? Même si vous l'avez bien vu, une lésion droite, une lésion gauche, vous oubliez systématiquement de le marquer. Je peux vous assurer que c'est là-dessus qu'ils mettront des points. Ensuite, vous allez décrire la lésion en termes de densité ou de signal. Le terme de densité, je vous le rappelle, est strictement utilisé pour le scanner. Le terme de signal ou d'intensité est utilisé strictement pour l'IRM. Ne vous les mélangez pas les pinceaux, parce que ce qui sera coté, ce sera le terme bien spécifique. Donc vous pouvez dire si la lésion est plus ou moins hypodense. Je vous rappelle, tout ce qui est hypo, c'est plus noir, et tout ce qui est hyper, c'est plus blanc. Ensuite, vous allez décrire la lésion si elle est homogène ou hétérogène, si elle a un centre, par exemple, plus hypodense, notamment. Vous allez préciser si la lésion exerce un effet de masse. Alors, il peut y avoir juste un effet de masse sur un ventricule, sur certaines structures, mais cet effet de masse peut aller jusqu'à la déviation des structures médianes et engagement sous-falcoriel. Ensuite, vous allez regarder s'il s'agit d'un cliché avec injection de produit de contraste, si cette lésion prend le contraste et quelle est la nature de cette prise de contraste. Est-ce qu'elle est homogène? Est-ce qu'elle est hétérogène? Est-ce qu'elle est en cocarde, par exemple? Tout ça aura son importance pour l'enquête étiologique. Enfin, quelques petites choses qui peuvent vous aider, de dire si la lésion est calcifiée, hémorragique, s'il y a une nécrose intralésionnelle. Ce ne sont que d'autres petites choses que vous pouvez rajouter qui rendra votre copie plus intéressante. Alors maintenant, on peut commencer. On peut commencer avec ces bases de neuroimagerie, notre dossier numéro 1. Le dossier numéro 1, c'est le dossier qui concerne un monsieur qui s'appelle Monsieur H, qui a 63 ans, qui est amené aux urgences par sa fille, qui vous explique que ça fait 48 heures qu'il est globalement perdu. Il dort pas la nuit, il a présenté des épisodes d'agitation au domicile, il est à l'examen, obnubilé, désorienté dans le temps et dans l'espace, et il semble particulièrement inquiet. Donc on va passer à la question numéro 1, où je vous demandais quel était votre diagnostic syndromique. Je vous laisse 2 minutes.
Le diagnostic était ici un diagnostic du syndrome confusionnel. Alors je sais que maintenant vous êtes des vieux, on vous la fait plus hein, entre confusion, démence, dépression. Là, c'était bien effectivement un syndrome confusionnel parce que avant tout, il s'agit de symptômes d'évolution aiguë. Ça fait que quelques jours que les symptômes se sont installés. Le patient est désorienté dans le temps et dans l'espace, et surtout il présente cette obnubilation de la conscience associée à des éléments d'anxiété, c'est ce qu'on appelle la perplexité anxieuse. Cette obnubilation de la conscience, c'est pas quelque chose qu'on retrouve chez le patient dément à des stades précoces de la maladie. D'accord? Il n'y a pas de fluctuation de la conscience, c'est quelque chose qui est très spécifique du syndrome confusionnel. Autre élément en faveur de ce diagnostic, c'était la notion d'inversion du rythme nictéméral. Quel bilan réalisez-vous? Je vous laisse pour cette question 7 minutes.
Alors, méfiez-vous, quand on vous met le bilan, et qu'on vous dit qu'est-ce que vous faites comme bilan, surtout quand il s'agit de dossiers d'urgence, bilan, ça veut souvent dire un peu tout. Donc, à commencer par le bilan clinique. Et l'examen d'un patient confusionnel peut parfois vous mener au diagnostic, en vous passant de multiples examens complémentaires. Alors, l'examen clinique, ça commence toujours par un interrogatoire. Quand on ne peut pas interroger le malade, on interroge les gens qui sont avec lui, donc la famille, à savoir si le patient consomme de l'alcool, s'il a pris des toxiques, s'il y a des médicaments qui ont été introduits récemment, ou au contraire sevrés récemment, s'il y a eu un traumatisme crânien, une chute, une comitialité. Chez le sujet âgé, j'insiste beaucoup sur la prise de médicaments et sur la notion de sevrage récent. Ensuite, le premier réflexe, ça va être de prendre la température. Parce que dès qu'on rentre dans un syndrome confusionnel fébrile, on rentre dans une toute autre gamme diagnostique. Enfin, l'oubliez pas, ça c'est le petit ami du neurologue, hein, la glycémie capillaire. On vous le dit tout le temps, le dextro, pensez-y, a fortiori devant un syndrome confusionnel, ça peut être des zéros aux questions, donc là encore ne l'oubliez pas. Enfin, vous allez faire un examen neurologique complet, rechercher des signes de localisation, un syndrome méningé, à la recherche d'une cause intracrânienne éventuelle à la confusion. Mais il y a d'autres choses qui peuvent donner une confusion. D'autres choses assez simples, des causes un peu mécaniques, j'ose dire. C'est par exemple un globe vésical qu'on pourra rechercher par la palpation, la percussion du bas-ventre. On pourra aussi réaliser, si le service en dispose, un bladder scan. C'est une cause facile à chercher et facilement guérie. Autre cause facile à rechercher et facilement guérie, c'est le fécalome qu'on recherchera par la pratique d'un toucher rectal. Donc là encore, à ne pas oublier, car permet de guérir son patient quand même rapidement. Ensuite, vous allez pouvoir rechercher toutes sortes d'infections qui pourraient être la cause d'une confusion. C'est fréquent chez le sujet âgé. Il ne s'agit pas forcément d'infections graves. Il peut s'agir d'infections banales, un foyer infectieux pulmonaire, bronchique, une infection urinaire, même non compliquée. Enfin, pensez à réaliser systématiquement un électrocardiogramme à la recherche notamment de complications d'un trouble hydroélectrolytique éventuel, une dyscaliémie, une dyscalcémie. Ça peut vous aider et surtout permettre de rechercher des signes de gravité. Ce n'est qu'après avoir fait cet examen clinique que vous pourrez déclencher votre batterie d'examens paracliniques. Alors, il faut penser, quand vous pensez bilan paraclinique, il faut penser que vous êtes dans le cadre de l'urgence. Il faut des examens qui puissent être réalisés 24 heures sur 24 dans un laboratoire d'urgence de n'importe quel hôpital. Donc, il va s'agir de bilans relativement standards à la recherche notamment de signes d'inflammation par la réalisation d'une NFS et d'une numération plaquettaire. On peut aussi rechercher des troubles hydroélectrolytiques ou métaboliques par le ionogramme sanguin, dosage de l'urée, de la créate, le bilan hépatique, la calcémie et son petit ami qui s'appelle l'albuminémie, parce que je vous rappelle qu'il faut pouvoir calculer la calcémie corrigée. Toujours à la recherche donc d'un syndrome infectieux, dosage de la CRP, recherche de toxiques si suspicion clinique, et bien sûr, et toujours, une imagerie cérébrale systématique, a fortiori si vous avez des signes de localisation neurologique. Cette imagerie cérébrale, il pourra s'agir le plus facilement d'un scanner, ou si vous avez à disposition une IRM cérébrale. Alors là, vous complétez votre examen clinique qui retrouve une fièvre à 38,7. Vous avez un déficit moteur de l'hémicorps droit qui est modéré à 4 sur 5, des réflexes osseo-tendineux plus vifs à droite qu'à gauche. Et lors de votre examen clinique, subitement, votre patient émet un cri, son corps se raidit et quelques secondes plus tard, il est pris de mouvements cloniques généralisés. Quelle est votre attitude immédiate? Je vous laisse 5 minutes.
Alors là, vous êtes devant un patient qui est en train de convulser devant vos yeux. Toute réponse qui me dira qu'on ne fait rien sera malvenue. Il faut quand même essayer de faire des choses. Certes, vous êtes à l'hôpital, vous devez d'être quand même un petit peu actif dans votre prise en charge. Et votre attitude va commencer par des mesures générales visant à la surveillance et à la prévention des traumatismes pour le malade. Alors vous allez commencer par assurer la liberté des voies aériennes, assurer une bonne oxygénation, environ 10 litres minutes. Vous allez là encore, vous le voyez notre petit ami le dextro, rechercher et traiter une hypoglycémie, mettre en position latérale de sécurité, prévenir les traumatismes, on l'a dit, mettre une voie veineuse périphérique, et oui, c'est possible, même chez un patient qui convulse, il suffit de 2 infirmiers, un qui tient, un qui pique, c'est facile, et ça permet de ne pas réaliser des injections intramusculaires potentiellement dangereuses chez certains malades. Ensuite, toute la gravité de la crise d'épilepsie repose sur sa tolérance hémodynamique, sa tolérance ventilatoire, d'où une surveillance qui doit être continue dès les premières minutes de la crise. Enfin, lutter contre l'hyperthermie fait partie de la surveillance de base de ce type de patient. Vous allez, le temps de mettre en place ces mesures générales, ça va quand même prendre un certain temps, le temps de mettre une voie veineuse périphérique, de vérifier l'état hémodynamique du malade. Et si le patient continue de convulser après la mise en place de ces mesures générales, vous allez pouvoir proposer une injection rapide d'un antiépileptique de type benzodiazépine. Donc il peut s'agir soit du Rivotril, soit du Valium, que vous injecterez en intraveineuse, je l'ai bien dit, vu que la voie aura été posée précédemment. N'ayez pas peur de dire que vous mettez une ampoule de Rivotril à un patient. On ne peut pas se permettre de laisser un patient convulser. Vous ne savez pas combien de temps il va criser au moment où il débute sa crise. Et je vous le rappelle, le temps que vous mettez en place toutes ces mesures générales, si la crise devait s'arrêter, elle s'arrêterait. Et une ampoule de Rivotril n'a pas fait de mal à grand monde. Enfin, je vous disais que vous réalisiez l'examen suivant. Je vous demandais aussi de l'interpréter, de mettre en application ce que nous avions vu il y a quelques minutes. Pour cela, je vous laisse 7 minutes.
Alors, première étape, dire de quel type d'imagerie médicale il s'agit. On a vu sur cette IRM que le liquide céphalorachidien, au niveau des ventricules, c'est là, les ventricules, c'est là, ça, c'était blanc. Donc c'est une séquence T2. Ensuite, je vais vous donner deux plans de coupe différents. Une première coupe transversale ou horizontale et une deuxième coupe coronale qui passait par les hippocampes des deux côtés. Les hippocampes, c'est les structures temporales internes qui se situent à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous pouviez noter? Vous notiez donc des hypersignaux de ces régions temporales internes, de l'insula, de la substance blanche sous-corticale, tout ça, surtout à gauche, mais quand même un petit peu à droite. Comme vous le voyez ici, on avait un hypersignal assez étendu au niveau temporal interne. Ça s'étendait un petit peu aux régions insulaires qui se situent à ce niveau-là. Et ces localisations pouvaient être aussi directement en dessous du cortex, donc sous-cortical. Ça prédomine à gauche, mais c'est visible aussi à droite. Question numéro 5. Quel diagnostic suspectez-vous? Je vous laisse 5 minutes.
Le diagnostic qu'il fallait suspecter ici, c'était celui de méningoencéphalite, devant la survenue aiguë d'un syndrome confusionnel fébrile, et surtout devant le tropisme très particulier des lésions à l'IRM, qui se situe au niveau temporal interne et insulaire. Leur caractère aussi bilatéral et asymétrique est très évocateur. Question numéro 6. Quel examen demandez-vous? Dans quel délai? Et qu'en attendez-vous? Je vous laisse 10 minutes.
Alors, les examens à demander dans le cadre d'une suspicion de méningoencéphalite herpétique, c'est avant tout la réalisation d'une ponction lombaire. Alors, dire qu'on réalise une ponction lombaire, c'est ne rien dire du tout. Il faut expliquer exactement ce que vous allez rechercher dans le liquide céphalorachidien. Et une précision qu'apprécieraient les neurologues, c'est de mettre que vous vérifiez rapidement l'hémostase avant. Qu'est-ce qu'on va rechercher déjà à l'examen macroscopique? On attend un liquide clair. Ensuite, on va réaliser un examen cytologique. On s'attend à retrouver une hypercellularité, pas forcément majeure, mais surtout à prédominance lymphocytaire. L'examen biochimique vous renseignera sur la glycorachie, qui est le plus souvent normale. Un dosage qu'on aime bien réaliser dans les méningoencéphalites virales, c'est le dosage de l'interféron, qui sera ici très probablement élevé, qui n'est pas spécifique de l'infection herpétique, qui peut se retrouver dans 12 autres infections virales du système nerveux. Pour confirmer le diagnostic de méningoencéphalite herpétique, il va falloir rechercher l'infection virale par réalisation de PCR. Qui recherche donc le virus HSV et qui devrait revenir positive. Enfin, visée diagnostic différentiel, vous réaliserez un examen direct, une mise en culture et une recherche systématique, pensez-y, de l'hystéria, toujours quelque chose à rechercher dans les méningoencéphalites à liquide clair. Vous allez aussi réaliser d'autres examens biologiques, une NFS, une CRP, des hémocultures, des prélèvements de toute porte d'entrée infectieuse potentielle. Tant qu'on n'a pas de confirmation diagnostique, il faut étendre notre champ d'action. Et vous pourrez réaliser probablement dans un second temps un électroencéphalogramme pour préciser la nature des anomalies épileptiques, leur étendue et leur fréquence. Quelle est votre conduite à tenir? Je vous laisse 7 minutes.
C'est une urgence diagnostique et surtout une urgence thérapeutique. Vous allez devoir hospitaliser le plus rapidement possible votre patient dans un service adapté, sachant que c'est un patient avec des troubles de la conscience. Le mieux, c'est de rester à proximité d'un service de réanimation. Mise en condition, donc tout ce que vous connaissez, voie veineuse périphérique, sonde nasogastrique si nécessaire, intubation, ventilation si l'état de conscience est trop détérioré. Il va falloir instaurer immédiatement, dès la suspicion diagnostique et après réalisation des examens à la ponction lombaire, sans en attendre les résultats, un traitement anti-infectieux par Zovirax qui sera administré par voie intraveineuse à la dose de 10 mg kg toutes les 8 heures. Pensez toujours, quand vous pensez herpès, ayez quelque part dans votre tête une petite pensée pour la listériose. Il ne faut pas traiter un herpès sans couvrir la listeria jusqu'à temps qu'on ait la confirmation diagnostique de l'un ou de l'autre. Ce serait une erreur, ça peut vous conduire au tribunal très vite, et pour le patient, recevoir un petit peu de Clamoxyl en plus, ça ne peut que lui faire du bien. Donc pensez, devant une méningoencéphalite à liquide clair, à toujours associer Zovirax plus une antibiothérapie contenant au moins du Clamoxyl. Vous allez proposer ensuite un traitement antiépileptique, pas besoin de préciser quelle molécule vous administrez à l'ENC, c'est le fait que vous mettiez traitement antiépileptique qui sera coté, et bien sûr un traitement antalgique, c'est un patient qui est potentiellement céphalalgique. Surveillance rapprochée, clinique, bien sûr, de l'état de conscience, du déficit moteur, de l'agitation, et surveillance paraclinique, notamment de l'imagerie cérébrale qui sera à renouveler quelques jours plus tard. Votre diagnostic est confirmé. Quelle attitude thérapeutique poursuivez-vous? Je vous laisse 7 minutes.
L'attitude diagnostique, c'est une fois qu'on a confirmé le diagnostic, c'est assez facile, il faudra poursuivre le Zovirax et arrêter le traitement antibiotique par clamoxyl qui n'a plus de raison d'être. Donc pour poursuivre le traitement par Zovirax, ce sera une voie intraveineuse obligatoirement pendant 15 à 21 jours selon les recommandations. N'oubliez pas que le Zovirax peut avoir une certaine toxicité rénale, donc il faut bien hydrater vos malades et surveiller régulièrement la fonction rénale. Enfin, pratiquez une surveillance clinique régulière pour voir que l'état de votre malade s'améliore avec le traitement. L'état de Monsieur H s'améliore considérablement, il sort de l'hôpital. Vous le revoyez 2 mois plus tard pour une visite de contrôle. Il n'est pas désorienté, n'a plus de déficit moteur ou sensitif. Toutefois, il se plaint de difficultés mnésiques et d'apprentissage avec des troubles attentionnels. Ça le gêne beaucoup dans son travail, il envisage d'ailleurs une pré-retraite. Que pouvez-vous lui proposer? Je vous laisse 7 minutes.
Pour votre patient, il faudra avant tout préciser la nature de l'atteinte cognitive. Les séquelles cognitives sont fréquentes dans la méningoencéphalite herpétique, mais il faudra essayer de préciser quelles modalités cognitives sont les plus atteintes. Est-ce que c'est la mémoire du travail? Est-ce que c'est les capacités attentionnelles, de concentration? Ça va permettre déjà au malade de connaître un petit peu son état, de se tester, de savoir aussi ce qui va bien, parce que c'est rassurant pour eux, et ça permettra enfin de guider la rééducation que vous allez lui proposer. La rééducation, ça va être une rééducation orthophonique, parce que l'orthophonie, ça sert pas juste à faire parler les gens et faire bien articuler, ça sert aussi à faire travailler la mémoire, à faire travailler l'attention et la concentration. Donc il faudra proposer une rééducation orthophonique que vous prescrirez sur une ordonnance simple, à 100% chez ce malade, et de la façon suivante, en précisant bilan et rééducation si nécessaire. Pas besoin de préciser le nombre de séances. N'oubliez pas le nom du patient, de votre nom à vous, la date du jour, et n'oubliez pas de signer. Voilà, on aura fini ce dossier numéro 1.